Ça, on va vous présenter le projet sur lequel on travaille qui s'appelle Avec elle contre les violences dans les relations intimes, qui est en fait une démarche participative pour engager les hommes là, dans la lutte aux violences faites aux femmes et aux filles dans les relations intimes. Donc, pour me présenter un peu, là, moi, c'est Christophe. J'étudie à la maîtrise en études d'intervention régionale à l'UQAC à Chicoutimi. Je travaille là, sur ce projet-là sous la supervision de Catherine Flynn. D'ailleurs, mon mémoire de maîtrise là, s'inscrit dans ce projet-là. Puis je suis aussi membre étudiant là, de SASFAM. Bonjour tout le monde, moi c'est Constance, j'utilise le pronom elle. Je suis au baccalauréat en travail social à l'UQAC, puis je suis étudiante-chercheur dans le cadre du projet. Je tiens aussi à souligner là, la contribution de Catherine Flynn là, dans ce projet-là, qui est professeure en travail social à l'UQAC, qui est aussi membre régulière là, de SASFAM. Donc, pour le plan de la présentation, ce midi, on va commencer par vous parler un peu de la pertinence de notre projet. Ensuite, on va vous glisser un mot là, sur les démarches de recherche-action participative, qui est le type de projet de recherche qu'on mène présentement. Ensuite, on va rentrer plus dans le vif du sujet en vous expliquant vraiment notre démarche plus précisément et en vous présentant les premiers résultats qu'on a obtenus récemment. Et finalement, Constance va conclure là, en vous parlant des défis qu'on a identifiés pour la suite du projet. Pour vous parler un peu de la pertinence de notre projet, là, bon, ben, je ne vous cacherai pas que toute la problématique de la violence conjugale, là, c'est présent partout dans le monde, mais aussi au Québec. Mais pendant la pandémie, ça a pris une ampleur différente. En fait, les maisons d'hébergement pour femmes au Canada ont constaté une augmentation de la fréquence et de la gravité de la violence conjugale. Donc, c'est pour ça, là, dans ce contexte-là, qu'on a commencé à réfléchir ce projet-là tous les trois là, en 2019. Donc, on réfléchit quand même ça depuis longtemps. Il y a eu aussi toute la question des féminicides là, que vous avez entendu parler dans les médias en 2021. Donc, on parle d'au moins 26 féminicides là, seulement au Québec en 2021. Puis on sait que ce chiffre-là est probablement sous-estimé aussi à l'heure actuelle. Aussi, je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais le projet qu'on fait, là, c'est dans la région de Saint-Lac-Saint-Jean, qui est considérée comme une région périphérique au Québec. C'est pas anodin, c'est qu'en fait, il y a certaines spécificités par rapport aux violences faites aux femmes dans nos communautés. En fait, là, l'Observatoire canadien sur le féminicide nous rappelle que ce sont les femmes qui habitent en milieu rural qui sont surreprésentées dans les données sur les féminicides. Aussi, je ne l'avais pas mentionné, mais le projet qu'on fait là, cible directement les 18 à 35 ans, donc les hommes et les femmes de 18 à 35 ans. C'est pas anodin non plus, c'est que dans notre région, ce sont les jeunes femmes qui sont surreprésentées dans les données sur la violence conjugale et aussi, il y a une surreprésentation là, de la violence post-séparation au Saguenay-Lac-Saint-Jean par rapport au reste du Québec. Une autre statistique là, malheureuse dans notre région, c'est qu'on a le plus haut taux d'agression sexuelle chez les personnes mineures dans la province. Puis il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent expliquer toutes ces violences-là dans les communautés rurales, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais ces violences-là sont souvent expliquées là, par toute la culture associée à la masculinité. Donc, on parle d'une culture qui va valoriser les rôles traditionnels, qui va banaliser les violences dans ces communautés-là, mais aussi une culture masculine qui va être associée à la pratique de certaines activités comme la sous-culture de la chasse, par exemple, qui a été associée dans d'autres travaux là, à des discussions autour du contrôle de la subordination des femmes, puis aussi à la consommation de pornographie dans ces activités-là. Maintenant, pourquoi impliquer les hommes là-dedans? Il faut comprendre que dans les milieux féministes, c'est pas quelque chose qui fait l'unanimité, l'implication des hommes. Puis il y a des raisons tout à fait légitimes pour ça. Mais de plus en plus, là, les politiques partout dans le monde les politiques en violence conjugale, en fait, vont inciter sur l'importance de mobiliser les hommes pour faire partie de la solution dans ces enjeux-là. Puis d'ailleurs, là, nous, notre projet est financé par le Secrétariat à la condition féminine du Québec via un axe là, dans le plan d'action en matière de violence conjugale qui va justement prévoir des actions pour engager les hommes dans cette lutte-là. Puis aussi, on peut quand même percevoir là, une certaine volonté politique là, d'impliquer les hommes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, en mars 2021, le premier ministre François Legault avait fait un discours pour inviter les hommes à se mobiliser contre les violences faites aux femmes. Son discours était loin d'être parfait. Là. Il y avait d'ailleurs plusieurs critiques féministes qui lui avaient été adressées dans les médias, mais grosso modo, là, on peut quand même percevoir une certaine volonté politique d'impliquer les hommes.
Tantôt, je disais, le projet qu'on fait, c'est en fait une recherche de type recherche-action participative. En fait, c'est un type de recherche là, dans lequel les participants sont pas de simples participants, mais vont vraiment devenir des partenaires dans la production de connaissances. Donc, ils vont être impliqués un peu quasiment à titre de co-chercheurs aussi dans ce projet-là. Les participants aussi là, vont être impliqués dans toutes les étapes de la recherche, donc ils vont vraiment avoir un rôle décisionnel, que ce soit au niveau du choix des thèmes, des rencontres, même ça peut aller même jusqu'au choix du nom du projet, en fait, et vont être impliqués aussi là, dans la mobilisation des connaissances. Aussi, ce qui est important dans ce type de projet-là, c'est que on vise vraiment la démocratisation là, de la production de connaissances puis de la diffusion. Donc, on veut vraiment viser là, des formes populaires de communication dans le but de pas seulement rejoindre la communauté universitaire, mais aussi la population en général. Dans notre recherche aussi, on ajoute la dimension axée sur les arts et les médias. Donc, on pense vraiment que ça va améliorer le processus. En fait, on va ajouter, par exemple, l'utilisation de photographies, de vidéos, de musique, même de fanzines, ou etc. Donc, vraiment encore là, puisque c'est une recherche participative, là, le choix du médium à utiliser va être déterminé en groupe avec les participants et les participantes. Ce qui est important de mentionner aussi dans ce type de recherche-là, c'est que Constance et moi, en tant que chercheurs étudiants, on va avoir une posture qui est dite de participation observante. Donc, on va vraiment être impliqué là, en tant que chercheur, mais quasiment à titre de participant également, parce qu'on va vivre les mêmes étapes, les mêmes expériences de recherche que les participants. Puis d'ailleurs, Bastien, là, la référence que vous voyez juste en haut, va dire que ça va permettre une compréhension beaucoup plus fine de l'expérience. Aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que notre priorité va être accordée vraiment à la participation. Donc, le fait d'accorder la priorité à la participation va venir éclipser la disponibilité intellectuelle qu'on pourrait avoir habituellement en tant que chercheur. Et aussi, là, puisque, comme je disais, ce type de recherche-là va viser le changement social, ben, notre rôle en tant que chercheur va être de devenir des acteurs et des actrices de changement. Maintenant, pour en venir un peu plus à notre démarche, là, en fait, ça se divise vraiment en deux phases, là, cette recherche-là. En fait, je vais vous parler plus de la première phase qui s'est faite au printemps dernier. En fait, on a fait un processus de réflexion là, en 4 rencontres avec un groupe de jeunes hommes. Puis ensemble, on a discuté là, de notre positionnement d'alliés féministes et plus largement aussi un peu de la masculinité et tous ces enjeux-là. Donc, pour vous parler un peu là, des éléments qui ont ressorti dans ces 4 rencontres-là, premièrement, en lien avec la posture d'allié, ben, les motivations de départ pour cet engagement-là en tant qu'allié. Il y avait beaucoup un sentiment d'imposteur qui revenait là, par rapport à cette étiquette-là d'allié. Ça s'est fait ressentir dès le début du recrutement. Là, plusieurs participants ont nommé là, qui avaient quitté le milieu militant, puis qu'il y avait un peu un sentiment d'imposteur au fait d'utiliser ce terme-là d'allié. Donc, il a vraiment fallu y aller là, avec une question de valeur et on prônait vraiment l'auto-identification en termes d'alliés. Aussi, la motivation de départ, là, c'était vraiment un désir de faire des apprentissages chez les participants. Donc, plusieurs ont nommé qu'il y avait une curiosité pour faire des nouveaux apprentissages dans le groupe. On a aussi discuté des éléments qui nous ont amenés à faire une prise de conscience en tant qu'alliés. Donc, pour plusieurs, là, le fait de se positionner comme allié, c'est beaucoup venu en lien avec le contact avec des féministes. Donc, que ce soit via une relation amoureuse, une relation amicale ou dans le milieu militant, où certains participants aussi ont nommé que c'était le fait d'avoir été en contact avec d'avoir évolué en fait dans des milieux où il y avait beaucoup de femmes et de féministes. Aussi, pour d'autres, là, comme deuxième facteur, c'était le fait de s'être initié à des lectures féministes. Donc, plusieurs ont nommé que d'avoir fait une lecture féministe, ça les a amenés à vouloir en apprendre plus puis à continuer leur apprentissage là-dedans. On a aussi parlé de toutes les émotions là, qu'on pouvait vivre dans cette posture d'allié-là. Donc, la culpabilité, ça revenait souvent quand même. Donc, une culpabilité qui est en lien avec les prises de conscience qui pouvaient être faites au début. Il y avait aussi toute la question là, du sentiment d'incohérence, en fait, qui était parfois en lien avec le fait de pas toujours confronter quand le timing n'était pas nécessairement bon. Aussi, sentiment d'incohérence, là, on va y revenir plus tard dans le fait de consommer de la culture populaire qui va souvent véhiculer des normes sexistes et associées aux violences faites aux femmes. Il y avait aussi toute la question de la peur de déplaire aux autres dans le fait de confronter ses pairs masculins, donc la peur de ne pas nécessairement s'intégrer au groupe.
Et finalement, là, dans ces émotions-là, ça a été soulevé par un participant, puis on a eu toute une discussion autour de ça, que le fait de se présenter comme imparfait ou le fait d'admettre ses erreurs et tout ça, ça peut présenter la posture comme quelque chose d'accessible, comme le fait de pouvoir rejoindre d'autres hommes aussi là-dedans. On s'est aussi questionné, là, posé la question sur qu'est-ce que c'est d'être un homme allié. Donc, pour plusieurs, c'était d'être à l'écoute, aussi de laisser la place aux femmes. Donc, il y a un participant qui a nommé qu'il jouerait bien le rôle qu'on voudra bien lui donner. Il y avait aussi le fait de se remettre en question. Aussi des participants qui ont nommé que notre solidarité devrait plutôt aller du côté des femmes que, en fait, de briser la solidarité masculine. Là, on va y revenir aussi dans une prochaine diapo. Donc, vraiment, là, de se positionner contre ces violences faites aux femmes-là. On a eu une discussion aussi là, autour de est-ce que notre rôle en tant qu'allié devrait être plus actif ou passif? Puis Constance va y revenir aussi là, dans sa partie, mais grosso modo, là, le consensus qu'on en était venu, c'était qu'on pouvait jouer un rôle plus actif quand il s'agissait de confronter nos pairs masculins ou d'être alerte par rapport au sexisme de nos pairs masculins, mais de jouer plutôt un rôle passif quand on se trouve dans des espaces mixtes avec des militantes féministes, donc toujours dans le but de laisser de la place aux femmes. Aussi, on a abordé toute la question de notre rapport à nos pairs masculins. Donc, comme je disais, la question de la solidarité masculine, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les discussions. Donc, il y avait beaucoup l'image de la chambre de hockey qui était forte là, c'est une métaphore qui a été utilisée pour montrer comment ce qui va se dire entre gars reste souvent entre gars, puis comment toute la culture du boys club s'exprime dans un groupe de gars. Donc, il y avait toute la question là, qui est revenue de la pression du groupe de pairs pour adhérer à ces normes sexistes-là. Puis ça avait été nommé aussi beaucoup là, que cette espèce de solidarité masculine-là était souvent assumée. Par exemple, ça a été dit comme exemple là, que souvent, quand on est dans un groupe de gars, on va nous faire une blague sexiste en assumant qu'on va la rire puis qu'on va la trouver drôle. Donc, même si c'était pas facile pour certains gars de briser cette solidarité masculine-là, l'ensemble des gars s'entendaient pour dire qu'il fallait briser cette solidarité-là. Puis la plupart des gars là, y arrivaient là, à briser cette solidarité-là. Comme je disais que leur solidarité allait beaucoup plus envers les femmes. Aussi, il y a toute la question des différentes réactions qu'on peut avoir face au sexisme ou aux violences faites aux femmes dans notre entourage qui a été abordée. Donc, on a eu une discussion là, sur est-ce qu'on devrait exclure en fait des personnes qui ont ce genre de discours-là dans notre entourage. Puis là, il y avait plusieurs points qui avaient été soulevés, là, comme le fait que si on exclut ces personnes-là, est-ce qu'ils vont aller commettre des violences dans d'autres milieux? Ou est-ce que, tu sais, par exemple, se poser la question dans quel groupe, dans quel genre de groupe vont se ramasser ces personnes-là si on les exclut? Donc, je dirais que cette action-là, en fait, était beaucoup associée à une charge émotionnelle très forte. L'ensemble des actions aussi, là, il y avait une charge émotionnelle quand même assez forte par rapport à nos réactions. Mais plusieurs s'entendaient pour dire là, que souvent, quand la personne est ouverte à changer ses comportements ou ouverte à la discussion, là, il pouvait avoir, il n'allait pas nécessairement l'exclure, mais quand il n'y avait pas le choix, il allait l'exclure. Il y avait aussi le dialogue, comme je disais, donc souvent aller dans le dialogue. Aussi, pour certains gars, la solution, c'était d'y aller plus dans l'éducation. Puis je tiens à dire que d'ailleurs, là, les gars se sont beaucoup éduqués entre eux là, dans le groupe. Il y a certains participants qui avaient une connaissance théorique plus fine de certains concepts et ont été en mesure là, d'expliquer ces concepts-là aux autres participants. Il y avait aussi le fameux call-out aussi comme réaction possible, donc le fait d'exposer le sexisme de nos pairs masculins. Il y avait un participant, par exemple, que sa réaction, lui, c'était de caler ça en disant c'est bien mon nom ce que tu dis. Fait que ce genre de réaction-là aussi était possible. J'ai aussi inscrit là, le fait de vivre un malaise, en fait, qui est pas qui est plus une émotion reliée à ça. Mais en fait, c'est directement en lien là, avec le fait que cette solidarité masculine-là était souvent assumée. Donc, ça nous emmenait souvent à vivre des malaises par rapport à ça. Il y avait aussi le fait d'y aller dans la confrontation. Puis là, on a eu une image très forte là, qui a été soulevée par un participant qui a été repris par d'autres. Donc, la question du momentum, donc le fait de confronter, mais quand le momentum est bon pour le faire. Donc, il y a certains participants qui ont nommé que par ailleurs, c'était plus
difficile des fois quand ils voyaient leur famille juste une fois par année d'y aller dans la confrontation. Sinon, il y avait deux actions aussi qui ont été nommées, c'était l'inaction puis le fait d'ignorer le sexisme ou les violences faites aux femmes. Donc, encore là, il y avait un grand sentiment d'incohérence qui était vécu par rapport à ça. Puis il y avait aussi une réaction qui était moins fréquente, mais le fait de se retirer. Donc, ça a été nommé que parfois, quand on était face à ces discours-là, le fait de se retirer, ça peut envoyer un message là, quand même assez fort là, aux autres gars dans notre entourage. Et finalement, pour conclure là, sur les constats de ces 4 premières rencontres-là, le rapport avec les femmes, j'ai inclus là-dedans là, le rapport à la culture populaire parce que c'était un thème qui a été proposé par un participant. Comme je disais, les participants pouvaient décider des thèmes qui étaient abordés. On n'a pas vraiment eu de consensus ou de conclusion là-dessus, mais on s'est plutôt posé des questions comme faut-il boycotter, faut-il séparer l'homme de ses idées? On a eu une discussion aussi autour de la culture de l'humour qui a beaucoup d'enjeux de toxicité reliés à ça. Je vous apprendrai rien. Puis finalement, l'espèce de conclusion qu'on avait, si on veut, c'était de se questionner sur peu importe qu'est-ce qu'on choisit de faire par rapport à cette culture populaire-là, c'est d'en arriver à ce que nos actions soient efficaces, donc de maximiser l'efficacité de nos actions. On a aussi eu une discussion là, sur comment on accueille les témoignages de femmes de notre entourage qui ont vécu des violences sexuelles ou de la part d'un partenaire intime. Donc, ça générait là, principalement deux sentiments chez les participants, donc beaucoup de frustration, une frustration qui était beaucoup associée là, au fait de se sentir impuissant, donc le fait de ne pas avoir le contrôle sur la situation, de ne pas nécessairement pouvoir agir directement. Et les gars là, s'entendaient pour dire là, de plutôt se positionner dans une posture d'écoute et d'accompagnement par rapport à ces femmes-là là, qui nous livrent des témoignages par rapport à ces violences-là. Et finalement, à la fin, parce qu'on a fait 3 rencontres en non-mixité masculine et une en mixité avec un comité aviseur que Constance va vous parler tantôt. Puis on a fait le constat là, que non seulement il y avait une saturation dans nos discussions, donc les mêmes thèmes, les mêmes éléments de discussion revenaient souvent, mais il y a plusieurs participants aussi qui ont soulevé un malaise là, par rapport au fait de se réunir seulement entre gars pour discuter de ces enjeux-là. Donc, je laisserai maintenant la parole à Constance pour la suite. Oui, donc en parallèle avec les discussions, les introspections menées par le groupe de jeunes hommes alliés, il y a eu des groupes de discussion entre militantes féministes pour s'assurer qu'il y a un arrimage entre les actions qui allaient être élaborées dans le cadre du projet et les besoins et attentes des femmes. Donc, il y a eu 2 groupes de femmes qui ont été formés. Le premier, c'était 5 militantes féministes qui étaient impliquées depuis 5 ans dans les regroupements provinciaux, donc c'était à l'échelle du Québec. Ce groupe-là s'est réuni seulement une fois, donc dans le cadre d'un focus group pour faire l'état des constats, des enjeux et des attentes qui étaient face aux hommes alliés de leur point de vue, donc à partir d'une expérience de militantisme qui est actif et éclairé sur l'état actuel de la lutte féministe au Québec. Le deuxième groupe était formé de 6 militantes, il l'est encore, là, il est encore actif à ce stade-ci du projet. Les militantes avaient entre 18 et 35 ans et demeuraient dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc là où est ancré le projet. L'objectif de ce groupe-là, c'était, comme pour l'autre groupe, de documenter les besoins face aux actions qui allaient être menées, mais en apportant une perspective de réalité régionale. Donc, pour le groupe de militantes au niveau pan-québécois, comme pour le groupe de militantes au Saguenay, les thématiques qui ont été abordées étaient les mêmes. Ce sont celles qui sont indiquées sur la diapo à l'écran, donc les attentes envers les hommes alliés, les expériences de projet avec les hommes alliés, les attitudes à favoriser et ou éviter en contexte mixte et les enjeux à aborder. Tu peux changer de diapo. Donc, les éléments qui sont ressortis des thématiques abordées sont un amalgame des besoins qui ont été exprimés par les 2 groupes. La première thématique abordée était les attentes envers les hommes alliés. Donc, il y a eu agir en tant que modèle. Ça veut dire pour les hommes d'incarner une masculinité non toxique, autant auprès des hommes qui côtoient pour donner l'exemple, que pour les garçons et les filles qui sont des éponges puis qui assimilent c'est quoi être un homme en fonction des exemples qu'ils voient autour d'eux. Il y a eu intervenir auprès des autres hommes. Donc, ça a été nommé que les recadrages face aux propos sexistes ou violents par rapport aux femmes étaient vraiment accueillis de façon différente en fonction de si c'était un homme ou une femme qui intervenait.
Une femme allait plus être reçue en se faisant dire qu'elle n'a pas le sens de l'humour ou elle va se faire demander si elle est dans sa semaine, plein de micro-agressions de la sorte. Alors qu'un homme va souvent se faire valoriser pour sa prise de position, surtout s'il y a des femmes aux alentours qui l'entendent, ou du moins ses propos ne vont pas être invalidés par du sexisme ordinaire. Le désir d'acceptation des pairs masculins, donc le boys club en d'autres mots, va vraiment faciliter cet accueil-là, donc va venir créer un rapport qui est subversif dans la solidarité masculine. Ensuite, il y avait l'autogestion. Donc, c'est en rapport avec la capacité à s'autoréguler quand on se fait recadrer, par exemple, au lieu de vouloir être assuré qu'on est un bon allié malgré les erreurs qu'on fait. Volonté de se remettre en question aussi, donc d'accepter le fait que dans s'inscrire dans une lutte, c'est aussi se remettre en question continuellement, vu que c'est un processus de déconstruction qui est continu, justement. Dans la même lignée que l'autogestion, c'est d'être réceptif aux critiques puis de regarder ses propres angles morts avec un œil sincère. Finalement, dans cette catégorie-là, le dernier point, c'est être proactif. Donc, être conscient du rôle que les hommes ont à jouer dans la lutte contre les violences faites aux femmes, outre le fait que de se nommer solidaire à la cause. Donc, ça va être, par exemple, de venir créer des moments où ils demandent à leurs collègues femmes si elle a été à l'aise dans une collaboration pour éviter que la charge revienne à elle d'aborder la prise de parole inégale, par exemple. Ensuite, les expériences de projet avec les hommes alliés, il y en a quand même un plus grand nombre d'expériences négatives que positives, on le remarque. Dans celles qui étaient négatives, il y a agression et harcèlement. Donc, les femmes des deux groupes ont vécu des agressions de plusieurs types de la part d'hommes dans un contexte de militantisme féministe ou par un homme qui s'autoproclamait allié. Donc, c'est des expériences qui viennent vraiment créer une méfiance envers les intentions des hommes qui s'impliquent dans la lutte. Il y a aussi la division sexiste du travail militant. Donc, même au sein d'organisations ou d'événements qui visent à dénoncer et à lutter contre les inégalités hommes-femmes, les femmes étaient quand même celles qui allaient plus rédiger les redditions de comptes ou s'occuper des tâches qui sont moins valorisées, comme corriger un dossier à remettre parce que l'homme va considérer les fautes ou la structure de rédaction comme étant en second plan. C'est aussi les femmes qui vont maintenir un mouvement féministe en deux vagues, puis qui vont s'occuper de la majorité des tâches pour maintenir les liens jusqu'à un prochain momentum. Ensuite, l'évacuation de l'analyse féministe dans les luttes. Donc, c'est comme à l'inverse de l'intersectionnalité. La critique ici est plus au niveau du fait que quand on parle d'une lutte qui n'est pas spécifiquement le féminisme, mais où les inégalités hommes-femmes sont quand même présentes, par exemple dans la lutte des classes, le féminisme a vraiment tendance à être évincé du discours et pas tenu en compte. Le faible engagement / participation. Pour les femmes des groupes de discussion, il y avait l'enjeu de sentir qu'elles ne pouvaient pas compter sur les hommes alliés pour faire des tâches, disons, plus ingrates, comme des demandes de subventions, faire du café avant un événement, alors qu'elles n'avaient aucun doute qu'elles recevraient de l'aide si elles demandaient à leurs collègues féminines. Il y a aussi eu le commentaire comme quoi plusieurs hommes avaient peur de s'impliquer dans la lutte féministe dans un contexte post-MeToo, qui avaient peur de dire quelque chose de déplacé. Donc, ça diminuait vraiment le taux de participation des hommes en général, ils préféraient donc s'abstenir de participer à la lutte. Constater la plus grande visibilité, crédibilité accordée aux hommes. Il y avait, par exemple, eu du harcèlement dans un contexte d'organisation féministe où la femme qui en était victime a essayé d'en parler à ses supérieurs, mais elle s'est fait dire qu'elle avait mal interprété la situation parce qu'au fond, tout le monde était vraiment content qu'il y ait un allié homme dans l'équipe. Cet élément-là pointe aussi vers le fait que si un homme prend la parole sur les réseaux sociaux en montrant son appui dans la lutte féministe, il va être valorisé, il va avoir une visibilité beaucoup plus grande qu'une femme qui dit exactement la même chose, mais qui reçoit en plus probablement beaucoup de messages au niveau de violences variables en réaction à sa prise de parole. Finalement, ah non, il en reste une, Christophe. Ah, OK. Présence de bons alliés, donc ça va être des hommes souvent qui vont être responsabilisants face au comportement des autres hommes ou qui vont activement nommer et reconnaître leurs privilèges. Tu peux changer. Ensuite, on voit ici, c'est les deux autres thèmes qui ont été abordés. Attitudes et comportements à éviter. Donc, compter sur les femmes pour être informées. Ça pointe vers le fait de ne pas attendre que les femmes s'occupent de tout expliquer l'histoire du féminisme ou les renseignent sur les enjeux actuels.
Le besoin qui était exprimé dans cet élément-là, c'était que les hommes s'autonomisent dans leur éducation féministe, puis qu'ils s'autonomisent aussi entre hommes pour avoir des discussions, trouver des façons de se mobiliser ou de pousser leurs réflexions plus loin. Entrer dans un mode défensif. Donc, concrètement, ça veut dire d'arrêter de sortir l'argument "not all men" quand on parle des droits des femmes. Ça veut aussi dire de ne pas poser des questions pièges sur le féminisme avec une réponse déjà toute prête pour s'obstiner. Il y a le mansplaining, donc pour celles et ceux moins familières avec le terme, ça s'appelle aussi la m'explication. Donc, de considérer légitime, ce qui est désiré, c'est que l'expertise de la femme soit considérée légitime et que son savoir soit respecté sans qu'elle sans la positionner intellectuellement inférieure sous le seul critère qu'elle est une femme. Il avait parlé à la place de. Donc, ça réfère à la tendance observée que peuvent avoir les hommes à se prononcer sur des expériences qui dépassent leur niveau de compréhension puis qui viennent créer des malaises, comme par exemple sur l'avortement ou la consommation d'alcool ou de drogue durant la grossesse. Ça peut aussi être de tenir des propos déplacés puis de défendre son point en se protégeant sous le fait d'être allié féministe. Il y a la recherche de reconnaissance, pardon. Donc, il y a beaucoup de frustration face aux hommes qui cherchent à être félicités et valorisés pour des comportements qui sont parfois très anodins, comme faire le ménage ou juste prendre une juste part aux tâches domestiques. Il y a aussi, comme je l'ai mentionné tantôt, une méfiance qui est là envers les hommes qui vont verbaliser dans une conversation qui sont alliés. Parce que selon les expériences des participantes, quelqu'un qui se positionne réellement en tant qu'allié dans ses actions, dans sa posture, n'aura pas nécessairement besoin d'aller se revalider ou d'appuyer ce qu'il dit avec ce titre-là. Finalement, dans le dernier point des attitudes à éviter, c'est le rapport de séduction. Donc, dans les manifestations féministes, par exemple, c'est assez courant de se faire demander son numéro de téléphone ou de se faire cruiser par des hommes qui se disent alliés. Ça fait un gros bris de confiance face à la sincérité des rapports qui peuvent être établis avec les alliés dans la lutte. Alors, ce qui en ressort, c'est un désir que la lutte féministe ne soit pas instrumentalisée pour amorcer des rapports de séduction ou de prédation auprès des femmes. Les attitudes à favoriser maintenant, donc accepter la non-mixité. C'est important en tant qu'homme allié féministe d'accepter la non-mixité pour plein de raisons. Premièrement, elle est valide. Aussi, la présence d'alliés à certains moments dans des espaces peut diminuer le sentiment de sécurité des femmes ou diminuer le niveau de transparence qu'elles sentent qu'elles peuvent avoir dans leur partage, par peur, par exemple, que leurs paroles soient remises en question. Accueillir la critique. Donc, ça pointe vers le fait d'accepter d'être mis devant ses propres contradictions, aussi d'accepter un recadrage sans être fâché ou sans partir, même si c'est confrontant. Il y avait aussi laisser la place. Donc, par exemple, en re-questionnant le sentiment de légitimité à prendre plus de temps de parole que les femmes dans une rencontre, ou ce qui était recommandé, c'était rediriger les médias vers les militantes quand ils veulent passer un homme en entrevue dans une manifestation féministe, parce que c'est une pratique assez courante et étonnante. Dans le fond, c'est de prendre sa place dans la lutte, mais en étant ancré dans le disempowerment. Il y a reconnaître ses privilèges, donc de reconnaître ses angles morts aussi, ça fait partie de ça. De simplement reconnaître qu'il y a des privilèges inhérents au fait d'être un homme, puis de comprendre aussi que la reconnaissance de ses propres privilèges ne vient pas invalider ou menacer la légitimité des difficultés de parcours qui existent en tant qu'homme et en tant qu'être humain. Il y avait le fait de s'informer. Donc, pour être allié féministe, le minimum, c'est de s'éduquer pour comprendre les bases de l'analyse féministe. Par exemple, en suivant des groupes féministes sur les réseaux sociaux, en lisant, en écoutant simplement les femmes autour de soi qui prennent la parole, puis surtout en gardant un esprit ouvert. Soutenir les femmes victimes, ça c'est plus par rapport aux agressions sexuelles. Donc, c'est par rapport à venir déconstruire les propos qui sont alignés avec la culture du viol. Un exemple, ce serait de défendre que c'est pas parce qu'un homme est jugé non coupable d'agression qu'il est dans les faits non coupable, puis en étant toujours conscient du fait que le système judiciaire est assez ancré dans la misogynie là, à plusieurs niveaux. Ensuite, les enjeux à aborder. Donc ça, c'est les suggestions d'enjeux sur lesquels bâtir les actions de sensibilisation liées au projet. C'était les suggestions données plus concrètement au groupe d'hommes.
Donc, la charge mentale. Donc, c'est un enjeu qui est de plus en plus présent dans le débat public, mais d'aborder le fait que les femmes sont encore celles qui vont plus faire le travail du care auprès de leur entourage, c'est elles qui vont faire le plus de tâches domestiques, reproductives, etc. Le décalage entre le discours public et les actions dans la sphère privée. Donc, au niveau du fait qu'être un homme allié, c'est pas juste faire une bonne figure quand les femmes sont présentes, c'est tout le temps. Donc, c'est aussi la façon de réagir face à des propos sexistes de la part de ses pairs masculins ou la façon d'entretenir des amitiés avec des femmes sans tomber dans des discours objectifiants quand elles quittent la pièce. Ça va aussi vers le fait de faire des efforts qui, des fois, sont pénibles pour permettre un meilleur équilibre de la répartition des tâches quotidiennes. La masculinité positive, donc d'aborder une masculinité qui n'est pas toxique ou ancrée dans le sexisme et la misogynie. Par exemple, en travaillant à parler de ses émotions, en disant je t'aime aux amis, aux pères masculins, ou en réalisant qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une blonde pour parler de ses problèmes parce que la blonde ne va pas être considérée comme une psychologue. Il y avait le slut shaming, donc au niveau des attitudes stigmatisantes ou agressions envers les femmes dont l'habillement ou le comportement s'éloigne de nos racines judéo-chrétiennes. Il y avait les agressions sexuelles aussi. Donc, je pense que ce point-là est assez évident. C'est un enjeu qui est très omniprésent aujourd'hui. La violence conjugale faite aux femmes. Donc, ce qui était recommandé, c'était d'outiller les hommes sur comment réagir quand ils sont au fait d'une situation de violence conjugale ou quand ils ont des doutes à ce niveau-là par rapport à des hommes dans leur entourage, par exemple, ou à valoriser et déstigmatiser le suivi à long terme qui est nécessaire à l'arrêt des comportements violents. Il a aussi été suggéré de permettre des rencontres entre hommes qui ont des comportements violents et les hommes qui ont eu un parcours de comportement violent, mais qui s'en sont sortis. Donc, pour favoriser l'entraide des hommes pour déconstruire la violence dans leur posture. Ensuite, le sexisme ordinaire, donc de venir dénormaliser les blagues déplacées, les représentations stéréotypées ou la suroccupation de l'espace, en reconnaissant que ça découle du postulat que les femmes sont inférieures. La déconstruction du rapport aux femmes aussi. Donc, ici, surtout dans les rapports hétéronormés, ça pointe vers le fait de déconstruire les rapports de séduction omniprésents vers les femmes, puis à les voir comme des êtres humains légitimes d'intérêt et d'attention outre qu'amoureux, sexuels ou reproductifs. Finalement, il y avait le travail domestique et reproductif. Donc, ça, c'est au niveau des tâches non rémunérées comme le ménage, le soin des enfants, dans le fond, toutes les tâches qui ne sont pas payées puis habituellement à la maison, qui reviennent statistiquement beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes dans des ménages hétéronormés, du moins, qui, on s'entend, sont toutes des tâches peu ou pas valorisées par la société. Donc, d'adresser l'inégalité de ce partage-là puis de travailler à le réduire en sensibilisant les hommes. Tu peux changer, Christophe. Donc, après avoir fait ressortir tous ces constats-là, le comité de militantes s'est réuni pour décider de quelle façon les savoirs allaient être abordés auprès du groupe d'hommes. Il a été convenu qu'il serait optimal de faire une rencontre qui était interactive plutôt que magistrale pour plusieurs raisons, notamment un désir que le groupe d'hommes puisse être activement impliqué dans la rencontre, puis un souhait de co-construire avec eux pour éviter de donner une recette à appliquer. Il y avait un malaise à ce niveau-là. Un malaise aussi à simplement être là pour valider ce qu'ils savaient déjà ou à les pointer du doigt dans ce qu'ils ignorent. Il a aussi été suggéré qu'une personne soit attitrée à observer et à nommer les dynamiques observées pendant la rencontre pour consolider la déconstruction des rapports de pouvoir subtils qui s'insèrent parfois même dans un contexte qui vise à les dénoncer. Donc, conformément aux suggestions du comité aviseur, la rencontre a commencé par une course des privilèges pour donner le ton à la rencontre puis pour susciter la discussion. Le groupe de femmes a ensuite fait un World Café pour faciliter la conversation sur les thématiques. On a d'abord présenté les thématiques aux hommes alliés, puis on leur a demandé de réfléchir aux éléments qui, selon eux, devraient faire partie des thématiques respectives. Donc, on leur a demandé d'inscrire des éléments qu'ils jugeaient pertinents sur les post-it, puis aller les coller au mur sous les thématiques associées. Quand leur réflexion non mixte a été terminée, on est retourné en mixité, puis on est allé à la deuxième partie de l'activité.
Donc, les hommes ont partagé leur raisonnement face à chaque élément qu'ils avaient mis sur un post-it, suite à quoi les femmes du comité aviseur ont présenté les éléments qui étaient ressortis dans les groupes thématiques propres au comité aviseur. On a donc pu faire une comparaison des éléments qui semblaient importants du côté du groupe d'hommes et du côté du groupe de femmes. Finalement, on a eu une période de discussion pour échanger sur la façon dont on souhaitait collectivement aborder la suite du projet, pour se rendre compte que finalement, des deux côtés, il y avait un désir de co-construction continue, puis un malaise partagé face à l'option de suivre les lignes directrices prévues dans le projet. Donc, pour les femmes, d'avoir un rôle qui se résumait à donner l'information, puis à valider les actions en cours de route. Puis pour les hommes, d'être en non-mixité dans les discussions d'élaboration, comme dans la réalisation des actions. C'est donc à partir de cette rencontre-là qu'on a décidé officiellement dans le cadre du projet d'être dans la co-construction continue pour toute la durée du projet. C'était vraiment intéressant aussi comme rencontre parce que les hommes ont naturellement pris en... naturellement, c'était un peu orchestré, là, mais ont pris en charge des tâches qui habituellement sont automatiquement prises en charge par les femmes. Donc, par exemple, ils nous ont demandé si on avait terminé nos cafés à la fin de la rencontre, puis ils ont pris en charge sans en recevoir la demande de ramasser, de laver et de ranger les tasses pendant qu'on jasait entre femmes à l'extérieur du bâtiment. Il y a eu plein d'instances comme ça durant la rencontre. Par exemple, à un moment, il y a eu un besoin collectif de prendre quelque chose en note. Puis un membre du groupe d'hommes s'est tout de suite proposé pour s'en occuper. Mais ça a freiné l'élan d'une participante qui allait prendre cette charge-là. Donc, les dynamiques qui étaient inversées ont permis du côté des femmes, à tout de moins, de se rendre compte de leur propre rapport dans les dynamiques de charge mentale puis de répartition des tâches inégales, en plus d'être témoins de leurs propres réflexes liés à leur socialisation dans un contexte patriarcal. Tu peux y aller, Christophe. Donc, c'est ça. Tantôt, je vous ai parlé de la première phase là, qu'on a faite, en fait, qui était une démarche de réflexion avec le groupe d'hommes là, en 4 rencontres. Il y a aussi les 2 groupes de discussion là, dont Constance vient de vous parler. Mais la deuxième phase là, qu'on fait cet automne du projet, en fait, c'est d'élaborer, de réfléchir puis de réaliser 4 actions de sensibilisation faites par le groupe d'hommes, en fait, pour sensibiliser nos pairs masculins aux violences faites aux femmes dans les relations intimes. En fait, comme Constance disait, là, le rôle du comité aviseur là-dedans, c'est encore de co-construire ces activités-là avec le groupe d'hommes. Le but de la présence du comité aviseur, là, c'est de s'assurer que les actions soient vraiment cohérentes là, avec les aspirations et les besoins des militantes féministes dans notre région. Fait qu'à cet automne, là, depuis le début de l'automne, on a eu 2 rencontres en non-mixité masculine où on a un peu réfléchi puis développé nos idées par rapport aux actions qu'on aimerait faire pour rejoindre nos pairs masculins. Ensuite, on en est venu là, à formuler 4 propositions qu'on a présentées dans une 3e rencontre en mixité avec le comité aviseur. Donc, les 4 actions là, qu'on a identifiées, là, c'était la présentation de capsules vidéo témoignages, donc des capsules dans lesquelles des hommes alliés pourraient parler de leur expérience et comment ils ont peut-être cessé certains comportements toxiques qu'ils pouvaient avoir avant. Aussi une campagne d'affichage dans des lieux qui peuvent être associés aux violences faites aux femmes. Aussi une publicité sur les réseaux sociaux. Ça, c'est toujours dans le but de... c'est qu'on voulait faire une espèce de trend sur TikTok, là, parce que on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus des 25 ans et plus dans les 2 groupes. Puis on s'est dit que ça serait bien de rejoindre les 18-25 ans. Donc, on sait que ces personnes-là sont plus sur TikTok, mettons. Puis on n'a pas nécessairement de connaissances par rapport à ce réseau social-là, mais on va aller chercher des ressources là, pour nous aider là-dedans. Puis sinon, on prévoyait aussi là, monter un atelier là, qu'on présenterait dans les écoles là, pour parler de la posture d'alliés dans ces groupes-là. Ça a été quand même bien accueilli. Là. On a eu une discussion en mixité, comme je disais, là-dessus, puis ça a été quand même bien accueilli. Fait que là, pour la suite du projet, ça va être de réaliser puis développer ces 4 actions-là. Donc, les défis pour la suite du projet. En élaboration de projet, on avait comme visée de sélectionner des participants avec des perspectives variées. Donc, par exemple, des personnes racisées, des personnes en situation de handicap, des personnes qui ne s'identifient pas cisgenre, parce qu'on voulait générer des savoirs qui étaient le plus intersectionnels possible.
Par contre, la grande majorité des réponses positives qu'on a reçues venaient de personnes qui étaient caucasiennes, cisgenres et issues du milieu universitaire, dont la majorité dans le domaine du travail social. Donc, ça vient vraiment créer un contexte qui n'est pas intersectionnel. C'est une des limites de l'étude en ce moment, qui risque de générer des constats qui ne prennent pas en compte les réalités des personnes en situation minoritaire puis qui viennent contribuer à documenter la lutte, mais dans un féminisme qui est plus blanc. On a tout de même laissé la place, la liberté, si je peux dire, à l'ajout de nouvelles participantes ou participants au groupe d'hommes alliés ou au comité aviseur qui viendraient apporter un nouveau point de vue aux réflexions en cours de route si on reçoit des demandes à ce niveau-là. Donc, pour la création de momentum pour encourager la pérennité du processus au niveau local, c'est sûr que c'est quelque chose qui est désiré, là, j'imagine, dans chaque projet d'étude, mais on aimerait collectiviser les constats qui sortent de la recherche, par exemple en sortant les données du milieu universitaire, en allant faire des cafés jasettes dans les organismes communautaires, ce qu'on a déjà fait en cours de projet. On aimerait aussi partager les savoirs qui ont été générés dans des instances féministes de la région, possiblement à l'extérieur de la région aussi, c'est pas encore décidé, pour alimenter les réflexions sur les enjeux puis les pistes de solutions qui encadreraient mieux la présence d'alliés dans la lutte en fonction des expériences négatives qui ont été ressorties, puis qui viendraient faciliter aussi la collaboration entre les hommes et les femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, merci pour votre écoute. On a mis nos références ici, mais Marissa pourra vous envoyer là, le PowerPoint si vous voulez consulter nos références. Merci tout le monde.